Bonjour Édouard Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être là tout d'abord parce que c'est un sujet sur lequel vous vous êtes exprimé. De quoi ou de qui le jeune Moussa Camara est-il le nom pour vous? Pour moi, Moussa est la preuve que la politique est une question de vie ou de mort, que la politique est une question de meurtre. Quand on a des privilèges, quand on a de l'argent, quand on est blanc, quand on vit dans un pays d'Europe de l'Ouest, on a tendance à oublier le poids de la politique sur certains corps. Et ce qu'on voit avec Moussa, c'est que des gens comme Emmanuel Macron ont du sang sur les mains parce qu'ils produisent la mort d'individus. Si Moussa est expulsé, il y a de fortes chances qu'il soit tué. Son compagnon a été brûlé sous ses yeux en Guinée, et c'est à ça qu'aujourd'hui quelqu'un comme Macron l'expose. Vous faites référence au projet de loi Asile et Immigration voté en première lecture il y a 2 semaines. Comment est-ce que vous qualifieriez l'attitude de cet État français d'assassin? C'est ça que j'entends? Oui, exactement. On vit dans un état assassin. Vous savez, ça a été pour moi le point de départ de mon livre Qui a tué mon père. C'est que j'ai grandi dans ce petit village du Nord, qui était un village ouvrier jusque dans les années 80, avant que les usines ferment. Et moi, j'ai grandi dans un contexte dans les années 90 et 2000 où les gens n'avaient plus d'argent, plus d'emploi, plus d'espoir. Mon père n'avait pas de travail. Il a eu le dos broyé à l'usine à 35 ans. Mes frères n'avaient pas de travail. Et quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à étudier, que j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que pour la bourgeoisie, pour les gens que je croisais à Paris, la politique n'avait pas vraiment d'effet sur leur corps, si vous voulez, comme si le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir des diplômes, le fait d'avoir ce que Bourdieu aurait appelé du capital social, vous protégez en fait de la politique. Et plus vous êtes dominé socialement, plus vous êtes exposé à la politique, et plus la politique peut vous tuer, comme elle le fait aujourd'hui avec Moussa, comme elle le fait aujourd'hui avec mon père. En ce qui concerne Moussa Camara, il est doublement menacé en France car étranger et demandeur d'asile, menacé en raison de son orientation sexuelle dans son pays, la Guinée. La Guinée n'est pas un cas isolé. Comment est-ce que vous expliquez que l'homosexualité, puisque là il en est question, soit encore envisagée comme un crime dans certains pays? Écoutez, tout ça appartient à une histoire très longue, à une histoire de la haine de l'homosexualité, ou une histoire mais il faut pas faire comme si il y avait pas aussi une violence homophobe extrême en France, qui est notamment incarnée par Emmanuel Macron, qui, quand il a formé son gouvernement, décidément, a fait venir dans son gouvernement des gens qui s'étaient opposés au mariage gay. Emmanuel Macron a aussi déclaré qu'on pouvait pas se battre pour les transgenres, ne pas donner de droit aux transgenres parce que ça pouvait choquer la psyché française. Il a déclaré ça dans Tétu, comme si les transgenres ne faisaient pas partie de la psyché française. Et ce qu'on assiste aujourd'hui, à ce à quoi on assiste aujourd'hui en France avec Macron, si vous voulez, c'est, je l'ai dit il y a pas très longtemps dans les Inrocks, c'est la fin de la honte. Macron, c'est quelqu'un qui n'a plus honte. Avec Macron, on peut insulter les classes populaires. Et ça, c'est quelque chose c'est vraiment une transformation du champ politique à laquelle on insiste aujourd'hui, qui n'arrête pas de dire les ouvriers sont des fainéants, les ouvriers bloquent la France, ceux qui n'ont pas de travail empêchent notre pays de se transformer, ce sont les riches qui tirent le haut de la cordée et qui tirent les fainéants du bas vers le haut. Et je pense que, vous voyez, peut-être que François Hollande pensait la même chose, peut-être que Jacques Chirac pensait la même chose, mais au moins il le disait pas. Je dis pas que c'est suffisant, mais au moins il le disait pas. Et l'histoire de l'émergence d'Emmanuel Macron, c'est l'histoire d'une espèce d'insulte permanente contre les dominés, contre les pauvres. Et ça, il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer dans ce basculement-là, dans cette disparition de la honte. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec Trump. Vous voyez, Trump n'a pas honte d'insulter les gens. Et c'est pour ça que Macron fait partie du même mood que Donald Trump, qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Édouard Louis, dans quelle conception de la masculinité est-ce que vous avez grandi, vous? Ça voulait dire quoi, être un homme? Moi, j'ai grandi dans un monde, le monde que je décris dans Qui a tué mon père, le monde de mon enfance, c'était un monde ouvrier ou post-ouvrier, où la masculinité était la valeur la plus puissante. Vous savez, Pierre Bourdieu dit quelque part que on enlève tout aux classes populaires. On leur enlève l'argent, on leur enlève le capital social, on leur enlève l'accès à la culture, on leur enlève tout. La seule chose qu'on leur laisse, c'est le corps. La seule chose que quelqu'un comme mon père a eu dans sa vie, c'est son corps, et à peine, puisqu'il a été détruit à 35 ans par un accident à l'usine. Mais vous voyez, quand on vous laisse plus que votre corps, il faut pas s'étonner ensuite que vous constituez une sorte d'idéologie du corps, et donc de la force, et donc de la masculinité. Et en quoi cette conception de la masculinité a-t-elle été une prison
pour lui, parce que c'est ça que vous racontez. Oui, j'ai voulu montrer comment la masculinité le problème de la masculinité avait défini toute la vie de mon père. Et qu'elle a pu rimer avec pauvreté. Exactement. En fait, j'explique que dans le monde de mon enfance, pour construire son identité masculine, pour quelqu'un comme mon père ou pour quelqu'un comme tous les garçons autour de moi, constituer son identité masculine, ça voulait dire résister au système scolaire, ne pas obéir aux profs, résister à l'école, éventuellement insulter les profs. Un jour, un de mes cousins avait giflé un professeur, je le raconte dans Qui a tué mon père, et il était considéré comme un héros. Et donc, si vous voulez, être masculin, ça voulait dire s'exclure du système scolaire, et donc s'exclure de la possibilité d'avoir des diplômes, et donc s'exclure de la possibilité d'avoir un autre futur, d'avoir un autre destin, d'avoir une autre vie, d'avoir un travail plus facile. Et on voit très bien que la question de la masculinité, de la domination masculine et de l'homophobie, puisque être un vrai garçon, ça veut dire ne pas être un pédé, que tout ça, ça peut produire de la pauvreté économique. Et donc j'écris dans le livre homophobie, domination masculine égale pauvreté. Ta vie prouve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire, nous sommes ce que nous n'avons pas fait, parce que le monde ou la société nous en a empêchés, parce que ce que Didier Eribon appelle les verdicts se sont abattus sur nous, gays, trans, femmes, noirs, pauvres, et qui nous ont rendu certaines vies, certaines expériences, certains rêves inaccessibles. La question que je me pose, que je vous pose, Édouard Louis, c'est comment faire pour résister à ces verdicts, pour s'y soustraire. Vous y êtes parvenu, vous? Écoutez, moi, j'ai l'impression de m'en être sorti presque par accident, en fait. C'est pas de ma faute si je me suis enfui, c'est pas de ma faute si je suis devenu libre. Quand j'étais enfant, j'arrivais pas à correspondre au milieu de mon enfance parce que justement j'étais un enfant gay dans un milieu où les valeurs masculines étaient tout ce qu'il y avait de plus important, et j'ai pas eu d'autre choix que fuir. Alors que ce que je décris dans le livre, c'est que quelqu'un comme mon père n'a jamais eu la chance, l'occasion, la possibilité de fuir. Il était écrasé par la politique. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des gouvernements. Vous savez, quand on parle des classes populaires, on parle beaucoup en termes d'exclusion, l'exclusion sociale. Moi, ce que je pense, c'est que la politique, elle fonctionne en fait beaucoup plus en termes de persécution. Les classes populaires, c'est des classes persécutées par la politique. C'est Macron qui les insulte. C'est Adama Traoré qui est tué par les forces de l'ordre. C'est des convocations permanentes au Pôle emploi, une présence permanente dans les médias. Les gens sont insultés, les gens sont... Et tout ça finit par vous écraser. Et ça fait que vous pouvez pas vous en sortir. Et vous dites clairement que les discriminations et violences faites aux gays, trans, femmes, noirs et pauvres ont les mêmes conséquences. Mais alors pourquoi les combats ne convergent-ils pas de façon plus visible, de façon plus évidente? Pourquoi la lutte ne se fait-elle pas ensemble? Qu'est-ce qui empêche cette union pour vous aujourd'hui? Je pense que chaque vie a ses propres revendications, et donc je pense que c'est pas très grave si les mouvements se rassemblent pas mais coexistent les uns avec les autres. Et je pense que les mouvements qui nous ont fait le plus progresser, la société ces dernières années, c'est le mouvement contre les violences policières incarné par quelqu'un comme Assa Traoré, c'est le mouvement gay, c'est le mouvement des cheminots aujourd'hui qui est un mouvement très important. En fait, les cheminots, ce contre quoi ils luttent aussi, c'est la reproduction sociale, parce que si vous le faites comme veut le faire ce gouvernement aujourd'hui, si vous supprimez des lignes de train parce qu'elles sont pas assez rentables, parce qu'elles desservent des espaces enclavés, des espaces isolés, des petits villages du nord de la France, des petits villages du sud de la France, vous condamnez encore plus les gens à l'impossibilité de la fuite. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'ai fui, comment j'ai pu naître dans un milieu pauvre et écrire des livres. Ce qui se passe aujourd'hui avec cette réforme de la SNCF, c'est empêcher des gens de fuir, les enfermer dans des espaces, les empêcher de devenir autre chose. Et il y a un combat aujourd'hui qui est très très important autour de ça. C'est la possibilité de partir. C'est ça aussi, c'est la justice sociale, c'est le statut des cheminots eux-mêmes bien sûr, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, il y a une urgence à se battre. Édouard Louis, invité de Boomerang ce matin pour la sortie la semaine dernière de Qui a tué mon père. Il n'y a pas de point d'interrogation, Édouard, à la fin de ce titre. De quoi cette absence témoigne-t-elle?
Elle témoigne du fait que je sais qui a tué mon père, je sais ce qui a tué mon père. Qui a tué mon père, c'est un livre qui est parti d'un retour, ça a été le point de départ. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai très peu vu mon père pendant plusieurs années, pendant presque 5 ans, donc un quart de ma vie. Et après la sortie de mon premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, mon père m'a appelé pour me dire qu'il était fier de moi, et j'ai commencé à le revoir. Et le jour où j'ai ouvert la porte de son appartement, de l'appartement où il vit maintenant, j'ai vu un homme au corps détruit. Mon père a 50 ans, donc c'est quelqu'un de jeune, mais c'est quelqu'un qui a des difficultés à marcher, qui a des difficultés à respirer. Il a besoin d'un appareil pour respirer la nuit. Il a subi beaucoup d'opérations ces dernières années pour ce qu'on appelle des éventrations, c'est-à-dire quand votre corps est trop lourd et qui se déchire de lui-même, et donc il est dans une condition physique qui est pas normale. Et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qui a produit ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac, l'histoire de ta souffrance porte des noms. C'est ce que vous dites, page 84. On vous a entendu au début de cette émission répéter, ressasser le mot Emmanuel Macron. On entend dans votre discours, Édouard Louis, ce réquisitoire, puisqu'il s'agit d'un réquisitoire, citer ces noms, les faire apparaître noir sur blanc. Quel sens est-ce que ça a pour vous? Parce que tout simplement c'est la vérité. Donc je pense que c'est important de le dire. Mais ce qui me frappait beaucoup quand j'ai commencé à écrire Qui a tué mon père, c'est que je me rendais compte que dans la littérature, dans les biographies, dans les récits de vie, la politique n'apparaissait jamais en fait, comme si nos vies existaient en dehors de la politique, comme si nos corps existaient en dehors de la politique. Et donc j'ai voulu faire l'histoire du corps de mon père à travers l'histoire de toutes ces réformes politiques qui se sont succédées sur le corps des classes populaires, qui ont écrasé le corps des classes populaires, qui ont écrasé le corps des Noirs, qui ont écrasé le corps des gays, des lesbiennes. Et s'ensuit une réflexion assez passionnante, je dois dire, sur l'acte littéraire. Vous dites notamment que ce que vous écrivez ne répond pas aux exigences de la littérature, mais à celles de la nécessité et de l'urgence, à celle du feu. Oui. Mais alors, quelles seraient-elles les exigences de la littérature ? C'est vrai que on s'aperçoit moi je me suis aperçu quand j'ai commencé à écrire Qui a tué mon père, je me suis dit comment on peut dire Sarkozy dans un livre de littérature, comment on peut dire Macron dans un livre de littérature, comment on peut dire El Khomri dans un livre de littérature. On se dit que ce sont des gens qui méritent pas la littérature, que la littérature c'est... Enfin vous dites ça. On se dit que c'est trop beau, en tout cas oui, moi je me le dis, que la littérature c'est trop beau pour eux. Mais après je me suis dit, justement si la littérature empêche de le dire, il faut alors écrire contre la littérature. Et on fait une nouvelle littérature à condition d'écrire contre la littérature. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Est-il possible que cette vision du monde, cette vision de la littérature, écrire contre aussi, vous contraigne, vous empêche, vous bloque, parfois dans votre processus? Le livre est très court, c'est un livre du silence. Oui, c'est un livre que j'ai voulu comme un livre de confrontation. Je me dis toujours que la littérature engagée aujourd'hui en France, c'est plus la peine. Les livres sont pas brûlés, les livres sont pas interdits, donc il faut aller plus loin et il faut trouver une forme littéraire qui permette d'aller plus loin que la littérature engagée. Donc tout ce que j'ai fait dans Qui a tué mon père, c'était essayer de trouver une forme dans sa brièveté, dans son côté comme ça, dans le fait de donner des noms, dans son aspect saccadé, que ce soit un livre qui nous confronte directement à la violence du monde. Qu'est-ce qui vous rend fier, Édouard Louis? J'ai été frappé par cette phrase que vous m'avez dite il y a quelques secondes. Mon père était fier de moi. Qu'est-ce qui vous rend fier, vous? Moi, ce qui me rend fier, c'est quand je vois des gens qui se soulèvent. Ce qui me rend fier, c'est quand je vois des gens qui se battent. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de mal à parler de bonheur. Je suis pas très doué pour ça. Je suis très heureux dans ma vie, mais j'arrive pas à en parler parce que ce que je trouve, c'est que ce qui nous a toujours libérés dans l'histoire, c'était de parler de ce qui ne va pas. C'était parler de violence. Le mouvement féministe, le mouvement marxiste, le mouvement gay, le mouvement contre le racisme. C'est des mouvements qui nous ont dit vous êtes aliénés, vous êtes victimes de violence. Il faut changer quelque chose. Alors que si vous parlez de bonheur et de beauté, vous parlez aux gens qui ont déjà accès, si vous voulez, vous les conforter dans leur position. Alors que, paradoxalement, parler de la violence, c'est pouvoir produire un peu plus de beauté dans le monde. Quand Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, parler de la violence que subissent les femmes, parler de la laideur du monde, c'était une manière de produire un petit peu plus de beauté dans le monde. Alors moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal de dire je suis fier, je suis heureux. Ça, le bonheur est fait pour être vécu, comme disait Imre Kertész, une vie de bonheur est une vie de silence. Oui, je crois.
ce matin. Édouard Louis, invité de Boomerang pour Qui a tué mon père, où vous racontez, Édouard, la manière dont la société et la politique ont façonné le corps de votre père. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique, écrivez-vous. Quelle est donc l'histoire de ce corps, précisément ? L'histoire de ce corps, c'est ce que j'essaie de retracer dans le livre, c'est l'histoire d'un corps qui a été tout de suite, je le disais tout à l'heure, écrasé par le monde, qui n'a pas pu exister autrement. En fait, vous voyez, quand on parle des corps, quand on parle du monde social, on parle souvent avec une sorte de langage foucaldien de production du corps, comment le monde produit nos corps, oui. Comment le monde produit. Et en fait, le monde supprime aussi beaucoup de nos corps. Et moi, quand je reviens sur la vie de mon père dans mon livre, je me rends compte que mon père, c'est quelqu'un qui aurait voulu être plein de choses, qui aurait voulu devenir plein de choses, qui était quelqu'un qui écoutait de l'opéra en cachette et qui pleurait quand il écoutait de l'opéra, qui était quelqu'un qui aimait danser, qui était quelqu'un qui protégeait des gays quand ils se faisaient taper sur la gueule à la fête du village. Et en fait, le monde a pas laissé à ce corps la possibilité de s'exprimer, parce que tout de suite le monde a mis ce corps à l'usine, puis le monde a détruit ce corps à l'usine par un accident d'usine, et puis, comme vous disiez tout à l'heure, je dis dans le livre, l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Je me souviens très bien du moment où on est passé en France du RMI au RSA sous Sarkozy, qui était, selon ce que disait ce gouvernement, une manière de pousser vers l'emploi, vers le retour à l'emploi. Vous le racontez dans un livre précédent. Je le raconte. L'importance que ça a pu avoir. Exactement, c'était que mon père a été forcé. On l'a remis au travail coûte que coûte. Il avait eu le dos broyé à l'usine par un accident d'usine, et le seul travail qu'on lui a imposé, c'était un travail de balayeur. Et donc mon père, qui avait déjà le dos broyé, s'est retrouvé à balayer les rues 8 heures par jour, penché pour ramasser les détritus des autres, penché pour ramasser les ordures de la bourgeoisie, les déchets de la bourgeoisie. Et voyez, c'est ça que je dis quand la politique, c'est une question de vie ou de mort pour les dominer. Vous avez parlé de la danse, Édouard Louis. Ça peut paraître surprenant au regard de l'émission qu'on est en train de faire, et pourtant elle a une place centrale dans ce livre et dans votre travail, la danse. Qu'est-ce que vous voyez quand vous imaginez votre père en train de danser ? Ça a été pour moi une surprise quand j'ai appris que mon père aimait danser. Mon père, c'est un livre aussi qui est construit autour de ça, qui est construit autour du silence. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que je connaissais pas mon père. Je le connais pas, mon père. C'est incroyable à quel point on peut ne pas connaître ses parents. On vit 16, 17, 18 ans avec des corps, et en fait on ne connaît rien de ces corps. Et pour mon père encore plus, parce que dans le milieu pauvre, populaire de mon enfance, la masculinité, ça voulait dire ne pas parler, ne jamais parler de soi. La masculinité, ça voulait dire le silence. Et donc le peu de choses que je sais de mon père, c'est ma mère qui me l'a raconté, c'est ma tante qui me l'a raconté. Et un jour, ma mère m'a dit: ton père adorait danser. Et là, tout à coup, je me suis rendu compte encore plus de cette distance qu'il y avait. Et en même temps de cette proximité, puisque petit, vous vous cachiez pour danser. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, à vous, à ce moment ? Comment est-ce que vous vous sentiez quand vous dansiez, Édouard Louis ? Moi, j'avais honte de danser, parce que la danse était considérée comme quelque chose de féminin. Moi, tous mes copains, c'était aussi caricatural que ça. Tous mes copains dans le village faisaient du football, et ma sœur faisait de la danse. Et moi, j'étais terrifié par le football, et mon rêve, c'était de danser. Et donc, j'avais honte. Et vous voyez, j'avais honte parce que je pensais être seul au monde. C'est pour ça que c'est important aussi d'écrire sa vie, d'écrire sur soi, comme j'essaye de le faire, comme le fait Annie Ernaux, comme le fait Knosgaard, comme le fait Tani Easycoat. Parler de soi, c'est une manière de dire qu'on n'est pas seul, en fait, qu'on n'est pas seul, et de pas mourir de la honte. Une autre fois, je t'ai surpris en train de regarder un opéra transmis en direct à la télé. Tu n'avais jamais fait ça avant, pas devant moi. Quand la cantatrice a chanté sa complainte, j'ai vu tes yeux se mettre à briller. Le plus incompréhensible, c'est que même ceux qui ne parviennent pas toujours à respecter les normes et les règles imposées par le monde s'acharnent à les faire respecter, comme toi, quand tu disais qu'un homme ne devait pas pleurer. Est-ce que tu souffrais de cette chose, de ce paradoxe ? Est-ce que tu avais honte de pleurer, toi qui répétais qu'un homme ne devait pas pleurer ? Je voudrais te dire, je pleure aussi, beaucoup, souvent. C'est l'émotion de votre père, Édouard Louis, vous l'attribuez à quoi ? Cette émotion. Son émotion, c'était justement quelqu'un qui se sentait enfermé dans sa vie, Et moi, j'ai toujours reconnu ce sentiment d'enfermement. Devant le chant de la cantatrice ?
Devant le chant de la cantatrice, oui, elle réveillait. Vous voyez, quand on voit un corps qui danse ou un corps qui chante, ça éveille quand même quelque chose de l'ordre de la liberté. Et de la beauté peut-être. Et de la beauté aussi, oui. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous? Qu'est-ce que je trouve beau? Je trouve beau beaucoup de choses. La littérature, la colère, la révolte, les larmes aussi. Justement, je raconte dans Qui a tué mon père, c'est l'extrait que vous venez de lire, que mon père disait sans cesse qu'un homme ne devait pas pleurer, alors qu'il pleurait tout le temps. Il disait que c'était les femmes qui pleuraient. Et moi, en 16 ans, j'ai 16 ans de vie commune, j'ai vu ma mère peut-être pleurer une fois, 2 fois maximum. Et là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous allez me dire, qu'à travers ce passage, vous nous dites quelque chose de la fonction de l'art, de nous sauver, peut-être. Oui, c'est vrai, parce que justement, on se rend compte que dans le monde dans lequel on existe, les individus font exister des normes que personne ne respecte, en fait. Justement, je m'en suis rendu compte en relisant une fois pour une lecture publique En finir avec Eddie Bellegueule, où justement il y a cette question de la masculinité, où tout le monde autour de moi, mon frère aussi, me dit un garçon ne doit pas pleurer. Et j'ouvre le livre, et là je me rends compte qu'en fait les garçons pleurent tout le temps, que tous les garçons pleurent, que peut-être un homme à son paroxysme, c'est un homme qui pleure. Et j'ai relu ça et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que dans notre monde, on n'arrête pas de faire fonctionner des règles qu'en fait personne ne respecte. Vous voyez, un peu comme avec la famille à un autre niveau, avec la famille royale anglaise, où il y a des règles très dures, des choses à respecter, des alliances à respecter, et en fait personne les respecte. Il y en a un qui se déguise en Asie, il y en a un qui trompe sa femme et qui a une liaison secrète avec quelqu'un d'autre. Et en fait, on vit dans un monde de règles très violentes, très puissantes, qui s'abattent sur nous, et en fait personne ne les respecte. Dont la littérature permet de nous échapper, dont l'art permet de nous échapper, c'est ce que vous dites? Oui, parce qu'il faut se demander si le vrai poids et le vrai pouvoir des règles et des normes, plutôt que de transformer nos corps, puisqu'en fait les règles et les normes échouent sans cesse à transformer nos corps, il faut se demander si la vraie efficacité des règles et des normes, c'est pas plutôt la honte, justement. Parce qu'on n'arrête pas de dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et on sait dans nos cœurs, dans nos corps, on sait à l'intérieur de nous-mêmes qu'on n'arrive jamais à se conformer au monde social. Et donc la fonction de la littérature, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est parler pour dire, en fait, vous voyez, on est tous à ne pas respecter les règles. Et donc il faut changer le monde, et il faut respecter les règles encore moins. Il l'a lu, votre texte, votre père, Édouard Louis? Je ne sais pas, je lui ai envoyé, mais je ne sais pas. C'est une histoire... c'est difficile de parler à sa famille, c'est difficile de parler à son père. C'est ce que c'est comme ça que commence le livre aussi. Je me suis rendu compte que quand j'écrivais Qui a tué mon père, que comme je disais tout à l'heure, j'avais très peu d'éléments sur la vie de mon père. Et donc soit je faisais un livre d'enquête, soit j'interviewais des gens, soit je construisais une sorte de recherche, d'investigation, ou soit je construisais un livre autour du silence. Et c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre, tous les silences, toutes les choses qui sont pas dites, et tout ce que ces silences nous disent, en fait. Pour ces silences, merci Édouard Louis d'être venu faire un tour dans cette émission Qui a tué mon père. Votre nouveau livre vient de paraître aux éditions du Seuil, synthèse d'une rare force.